le club de la bourse. Il vient de nous rejoindre, Vincent Lequertier, responsable de la location d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Guy. Ravi de vous retrouver. Jean-Edwin Réa, toujours avec nous en fil rouge, Sonny M. Et Jean-Edwin. Bonsoir. Comme on dit. Et tiens, Patrice Gautry aussi est en ligne avec nous. On le salue à distance pour l'Union bancaire privée. Il va lui aussi rebondir sur cette actualité forte. Bonsoir Patrice. Sur les droits de douane. Bonsoir. Invalidé ces droits de douane par la Cour suprême américaine. Donc on rappelle les faits. La Cour suprême américaine invalide les droits de douane qui ont été décidés par mesure d'urgence, avec des arguments liés à l'urgence. Le remboursement, en revanche, pour l'instant pas décidé. C'est-à-dire que la Cour suprême choisit de transférer cette question, cet enjeu sur le remboursement par l'État fédéral des droits de douane déjà perçus à une juridiction inférieure. Voilà où on en est, Vincent, ce soir. Il se trouve que les indices applaudissent. Je ne sais pas, vous trouvez une raison logique ou pas au fait que les indices montent sur la décision de la Cour suprême aujourd'hui ? La réponse est évidemment oui. Dans la mesure où on a baissé il y a un an, il est logique qu'on remonte aujourd'hui. Je pense que si on écoute la Fed, qui a récemment fait un rapport, un bilan sur les impacts des droits de douane, 90% ont été payés par les ménages américains. Donc évidemment, ça peut être une bonne nouvelle pour les ménages américains si ça devait se calmer, si les droits de douane devaient s'apaiser, oui. Sachant que la question de l'affordability, donc du pouvoir d'achat, est un sujet très important avant les élections de midterm. La deuxième chose, c'est évidemment que beaucoup d'entreprises ont été obligées d'absorber en partie au travers de leurs marges les droits de douane en question pour pouvoir malgré tout continuer de vendre leurs produits. Donc ça veut dire que ça peut potentiellement soulager leur marge. Oui. Pour certaines entreprises ou certains secteurs d'activité, ils ont été quasiment exclus du marché américain à cause de ces droits de douane. On pense notamment au secteur du luxe, les boissons alcoolisées ou ce genre de produits ont été quasiment exclus du marché. Donc on est dans une situation où bien évidemment ça ne peut être que perçu comme un énorme soulagement et ça se retrouve dans les performances des valeurs en question aujourd'hui sur le CAC 40 par exemple. Bon voilà, on voit la traduction sur les marchés à travers les valeurs exportatrices qui en profitent. Ben oui, les droits de douane remis en cause par la Cour suprême, le luxe en profite. LVMH, qui était deuxième plus forte hausse du CAC avant la décision de la Cour suprême, est passé devant. Là maintenant c'est LVMH la plus forte hausse. Ben oui, le secteur du luxe exporte beaucoup vers les États-Unis, donc c'est un soulagement pour ce secteur. On a aussi les spiritueux qui profitent de la décision de la Cour suprême. Droits de douane invalidés égale hausse pour Pernod Ricard, plus 3,5% en ce moment. Rémy Cointreau gagne 3,2%. On a certains constructeurs automobiles allemands aussi qui sont en hausse. Les exportations allemandes, vous savez, vers les États-Unis, Volkswagen par exemple gagne en ce moment 1% à la bourse de Francfort. Comment vous regardez la décision de la Cour suprême ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Quels sont les faits majeurs ? Et est-ce que vous dites que c'est plutôt une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle, un non-Yvette ? Parce qu'on prolongera, on trouvera des arguties, des artifices, des pirouettes pour prolonger les droits de douane du côté de l'administration Trump. Jean-Edwin ? Vous êtes américain, franco-américain, vous comprenez l'administration Trump. Trump a introduit des droits de douane avec des mesures dites d'urgence, et je pense que cette partie-là va être déboutée. Tout ce qui avait été justifié par la drogue, le fentanyl, etc., les droits de douane en sanction, tout ça, la Cour suprême le remet en cause et l'invalide. Oui, en fait, la Cour suprême, elle va renvoyer les demandes, on va dire métier par métier, et elle va nécessiter des impératifs type sécurité nationale, dumping, contournement des droits du libre-échange honnête, etc. On avait déjà eu des contestations autour des subventions illégales. Parfois, on mettait ça sur le dos de la Chine, parfois sur le dos de l'Europe, etc. Mais sur les produits, on va dire, de consommation, comme l'alcool, vous en parliez, ou le luxe, voire même les automobiles, ça va être difficile de dire que que la sécurité nationale en dépend. Ou même, il y avait même les meubles, les baignoires, etc. à un moment, c'est pour des raisons de sécurité. Tout y est passé, parce que tout était juste une excuse pour faire du levier sur les échanges commerciaux et les ouvertures de marché. Mais en revanche, c'est sûr que si ça concerne des industries qui sont considérées comme stratégiques, ou si ça concerne des industries où les États-Unis en fait ont perdu leur propre production, je pense qu'ils pourront invoquer des
la sécurité nationale ou des enjeux, on va dire, de ce type que ensuite le Parlement pourra approuver. Mais en revanche, ça va fragmenter la mise en place du process, ça va le ralentir. Et quelque part, je pense que c'est un petit affaiblissement général de la Maison-Blanche juste avant les midterms. Oui, c'est Scott Bessent il y a quelques semaines qui disait « Si les droits de douane sont invalidés par la Cour suprême, nous pourrons toujours mentionner, disait-il, les articles 232 ou 301 des textes de loi comme option potentielle. » Voilà. Oui, parce qu'il y a une loi de 1962, une de 1974, une autre qui remonte même à 1930, qui étaient en fait des tarifs équivalents des droits de douane. Et chacun avait ses conditions, justement, qui étaient liées à l'urgence nationale. Oui, oui. Alors la question, c'est le tuilage, parce que les Américains ont quand même perçu, grâce aux tarifs douaniers, 170 milliards dans les caisses de droits de douane. Donc oui, c'est de l'argent qui devait contribuer à réduire le déficit, qui devait contribuer à financer quand même tous ces chèques promis par Donald Trump aux Américains. Il appelait ça les dividendes douaniers, les dividendes tarifaires, les dividendes des droits de douane. Est-ce qu'il arrivera, ces fameux chèques, à les distribuer? Est-ce que le déficit va se résoudre comme il en rêvait, Donald Trump, avec cette invalidation des droits de douane par la Cour suprême? On vous retrouve, Patrice Gautry, depuis l'Union bancaire privée. Est-ce que vous pensez que la réponse est oui, il va y arriver, ou non, c'est foutu désormais? Alors je pense que l'administration américaine était largement au courant qu'il y avait une forte probabilité pour que la Cour suprême retoque au motif de l'urgence un certain nombre de tarifs, comme vous l'avez mentionné, avec le fentanyl notamment, et les actions réciproques contre le Mexique et contre le Canada. Donc j'espère, entre guillemets, que l'administration américaine est prête à requalifier ces mêmes catégories. Sous les autres articles que vous mentionnez, il y a à peu près 5 catégories en fait qu'on peut utiliser pour remettre des tarifs et qui là sont moins sujets à caution du côté de la Cour suprême. Donc est-ce que l'administration est prête? A priori, je pense que les gens qui travaillent avec M. Bessent ont dû peut-être préparer leur dossier puisqu'on savait qu'il y avait une forte probabilité. Après, effectivement, le côté remboursement, et c'est là où c'est peut-être un petit peu plus délicat quand on voit la réaction du marché qui salue cette décision. C'est pas la fin des tarifs, premier point. Deuxième point, ces tarifs peuvent réapparaître dans d'autres chapitres. Et troisième point, il n'est pas du tout certain qu'on obtienne des remboursements. Et ça va être très très long. Ça va être une argutie juridique avec effectivement beaucoup plus de travail du côté des avocats que des économistes, et il n'est pas sûr que le consommateur final retrouve l'argent qu'il a payé au travers des droits de douane, ou même que les entreprises qui ont été impactées par ces droits de douane retrouvent l'argent. Les modalités et le temps des remboursements peut être très long. Donc si effectivement le budget sera peut-être obligé de ségréguer en quelque sorte les 170 milliards potentiellement remboursables, ça va mettre effectivement beaucoup plus de temps. Donc ça veut dire qu'au total, la balance elle est plutôt du côté du coût politique que l'avantage économique que l'on pourra en retirer du côté du consommateur américain ou du côté des entreprises de consommation qui ont effectivement réagi peut-être un petit peu trop vite parce que c'est pas la fin des tarifs, c'est simplement un changement de qualification et beaucoup d'arguties juridiques. Vous restez avec nous, Patrice, parce qu'on continue de parler évidemment de cette décision de la Cour suprême. Vous disiez le coût politique est plus important que le bénéfice économique là, de ce qui a été annoncé. Le coût politique pour Donald Trump, Vincent, Jean-Edouard, le coût politique là, il est important? Ouais, un peu, parce que quelque part, il a singularisé sa politique autour de son autorité et de sa vitesse d'action. Et là, je pense que c'est un coup de frein quand même assez institutionnel. Il y a eu beaucoup d'autres choses qu'il a faites qui n'ont pas été totalement adressées par la Cour suprême, mais qui ont été des choses un peu unilatérales à l'intérieur du pays et qui ont provoqué quand même des doutes sur des excès d'autorité. Et je pense que juste avant les enfin juste avant, il reste quand même pas mal de temps. Mais ouais, c'est un signal. Peut-être que la Cour suprême avait envie de lui dire de se calmer. Mais j'irai quand même pas trop loin. Je pense que la Cour suprême, elle est assez attentive, surtout celle de droite, à ce qu'on appelle les textualistes, ceux qui veulent interpréter la loi au sens strict, et rien de plus, rien de moins. Et quelque part, en fait, ce droit de prélever de l'impôt est un monopole du Parlement. Il ne passe pas par la Maison-Blanche. Donc, elle va devoir l'habiller autrement. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a déjà eu des droits de douane dans le passé, et ils étaient constitutionnels. Donc, il faut juste les habiller et dire c'est pour la défense nationale, c'est pour la sécurité du pays, c'est pour les frontières, c'est pour je ne sais quoi. Et on ne doute pas qu'ils vont y arriver.
Ça va être plus long parce qu'il ne pourra pas passer d'un coup de pinceau. Juste la veille d'un rendez-vous avec Macron ou avec quelqu'un d'autre, je vous triple les droits de douane. Est-ce qu'entre-temps, ils auront dû rembourser les droits de douane déjà perçus? Ça va être en tout cas, la décision, le verdict attendu effectivement d'une autre juridiction, puisque sur cette question, l'État fédéral devra-t-il rembourser tous ces droits de douane perçus, 170 milliards de dollars à peu près? Là-dessus, la Cour suprême ne se prononce pas et laisse la patate chaude à une juridiction inférieure. La question, c'est le tuilage en fait. C'est là-dessus que ça va se jouer en quelque sorte, Vincent. Pardon ? La question, c'est le tuilage. C'est comment on va tuiler les choses. C'est-à-dire que l'administration Trump va sans doute vouloir trouver des arguties, des artifices pour prolonger ses droits de douane, mais entre-temps, elle espère sans doute, elle va prier sans doute pour ne pas avoir à rembourser ce qui a déjà été perçu, entre-temps. La question du remboursement, de toute façon, il faut attendre de savoir ce qu'il en est. J'exagère, mais est-ce que les États-Unis sont à 170 milliards près ? Je force beaucoup le trait, mais la dette est tellement importante que d'une certaine manière, c'est plus tellement un sujet. La véritable question pour moi est de savoir si la majorité parlementaire bascule ou pas. Et autrement dit, est-ce que à la fin de l'année, Trump a toujours les moyens d'essayer d'appliquer sa politique, y compris tarifaire, en ayant modifié les motifs pour lesquels elle serait justifiée. Donc pour moi, c'est ça la vraie question. La question de l'équilibre parlementaire en fin d'année, c'est celle-là qui se pose. Quand on regarde les sondages, à l'évidence, c'est la question du pouvoir d'achat qui est le grand sujet. Donc, est-ce qu'il pourra continuer d'accorder des chèques à la population avant les élections? Ça se complique de plus en plus. Oui. Donc, la probabilité de ne plus avoir la main comme c'était le cas auparavant, elle est plus forte. Et on voit bien que, au travers de la Cour suprême, on voit bien que les contre-pouvoirs aux États-Unis fonctionnent. On a vu que quand il a attaqué le président de la Fed ou l'indépendance de l'institution, on a vu que il y avait un tir de barrage qui s'était mis en place, et on voit bien que même la Cour suprême, qui est pourtant conservatrice, majoritairement conservatrice, même comme ça bloque. Et ça bloque pas qu'à moitié, parce qu'ils ont été 6 à invalider sur 9, 6 à invalider les droits de douane, là. Tout à fait. Dont des républicains, donc. Tout à fait. Donc ça démontre bien qu'aux États-Unis, le système démocratique, il continue de fonctionner. Il y a des contre-pouvoirs. Et Trump aura du mal à continuer d'imposer une pression aussi forte. Les organes vitaux sont encore là, quoi. Voilà. Tiens, le communiqué, donc, plus que le communiqué, 170 pages. Le verdict de la Cour suprême américaine sur les droits de douane qu'elle a choisi d'invalider, donc 170 pages. Vous les avez lus déjà, les uns les autres. Patrice aussi, on n'en doute pas, c'est une IA incarnée en humain. Patrice est toujours très impressionnant. 170 pages. Et dans ces 70 pages, on a vu cette phrase. Je vous la lis en anglais, vous me pardonnerez. The refund process, donc le remboursement des tarifs douaniers, the refund process is likely going to be a mess. Le remboursement sera sans doute très chaotique, voire bordélique. C'est la Cour suprême elle-même qui l'écrit, figurez-vous. C'est très américain, ça. On se lâche en ce moment. Sous l'ère Trump, on se lâche. It's going to be a mess, dit la Cour suprême sur le remboursement, sur lequel elle ne se prononce pas, encore une fois. Elle laisse une autre juridiction statuer sur l'éventuel remboursement, l'obligation de rembourser les tarifs douaniers d'ores et déjà décidés. Patrice, quel regard vous portez là-dessus, sur ce tuilage qu'il va falloir parvenir à constituer, cette usine à gaz supplémentaire quand même aussi? Oui, j'aurais deux points peut-être. Le premier point, c'est mon sentiment, et là c'est un sentiment, c'est que ce remboursement, ça va faire pchit. C'est-à-dire que ça va être tellement compliqué que personne ne verra le remboursement de façon effective, parce que ça va traîner d'une cour à une autre. Il n'est même pas impossible que ça revienne in fine après des cours inférieurs vers la Cour suprême pour définitivement statuer. Donc ça va être très long, et je pense que grosso modo, les remboursements, il y a peu de chances de voir effectivement ce remboursement revenir d'où dans les entreprises. Deuxième point, c'est que le côté politique s'empare de ce débat, puisqu'on pensait que effectivement la saison des tarifs et la guerre des tarifs étaient passées, et y compris en termes de débat politique domestique aux États-Unis. La sénatrice Warren s'est emparée du sujet et dit qu'il faut rembourser directement aux consommateurs américains. Et donc là, en fait, malheureusement pour l'administration et pour M. Trump, les tarifs redeviennent un sujet purement politique et de politique domestique, ce qui était pas le cas auparavant. Donc je pense que effectivement, ça va être très compliqué pour eux. Il faudra qu'ils basculent très très vite sur les autres motifs
de discrimination, concurrence déloyale, sécurité et non plus d'urgence pour essayer de restaurer ou de maintenir en place le système tarifaire. Par contre, ça veut dire que pour les pays partenaires et les entreprises qui investissent ou qui vendent aux États-Unis, la situation reste très compliquée et on n'est certainement pas encore définitivement sorti de ces arguments tarifaires. Mais effectivement, comme on disait, le coût politique est important et l'utilisation des tarifs à tout crin ne pourra plus être utilisée par le président par rapport au dialogue. Mais on a vu que par rapport aux autres pays émergents, en fait, il reste encore maintenant le point important à négocier du l'angle des tarifs et du commerce extérieur, c'est l'accord, le renouvellement USMCA, c'est-à-dire l'accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. C'est le gros sujet qui reste pour 2026. Effectivement. Alors, il y a une question qu'on se posait, c'est Antoine, c'est vous, Antoine, qui l'a posé cette question tout à l'heure. Comment pourront-ils, l'administration Trump, distribuer les chèques, vous savez, qu'ils promettent aux classes moyennes et populaires américaines, $2 000 par Américain, quand même $2 000 qui étaient supposés être financés par les dividendes des tarifs douaniers. Antoine, vous émettez une hypothèse, puis vous nous direz, Patrice, ce que vous en pensez. Comment financer ces chèques désormais ? Hypothèse, non, mais je regarde ce que font à l'échelle d'une entreprise. Généralement, les dividendes, on les paye à crédit. On s'endette, on ne va pas bousiller la trésorerie pour ça. Ou alors, il faut s'appeler Apple. Non, on le fait à crédit. Donc, est-ce que les États-Unis vont devoir s'endetter pour faire tampon avant de trouver une solution ? Ça peut peut-être être une solution viable. Patrice ? Alors, les méthodes qui avaient été évoquées au moment pour ce débat sur cette notion qu'ils appellent affordability, et donc une politique qui serait dédiée pour essayer d'améliorer le pouvoir d'achat globalement des citoyens américains, ça a été, effectivement, on l'a vu avec une tentative pour mettre un cap, un plafond sur les taux des crédits pour les cartes de crédit, ce qui avait effectivement un peu irrité certaines banques. On avait aussi eu l'idée du côté du marché des mortgages d'essayer de diminuer le taux du crédit avec des rachats de la part des entités Freddie Mac et Fannie Mae. Oui. Donc on voit bien qu'on peut avoir des petits cadeaux, peut-être que ce ne sera pas à l'ampleur de ce qui avait été possible de distribuer, mais tant qu'on ne doit pas rembourser les tarifs, pour l'instant, c'est des recettes acquises. C'est vrai. Et si elle n'était pas acquise, si cette autre juridiction, donc, parce qu'on attend maintenant un autre verdict d'une autre juridiction, et si cette juridiction dit « Ah si, il va falloir rembourser », dans ce cas, est-ce qu'on peut imaginer que ces fameux chèques que Donald Trump a quand même promis aux Américains, avant une échéance électorale qui approche, qui est importante pour lui. En plus, il craint pour sa peau, il craint d'être carrément impeaché si les démocrates prennent les deux chambres. Donc c'est un vrai enjeu personnel pour Donald Trump, qui derrière peut-être pourrait revoir les spectres judiciaires qui l'attendent revenir plus vite que prévu. Bref, est-ce que vous imaginez les États-Unis, donc dans ce cas, emprunter pour financer ces chèques, puisqu'on n'aurait plus les recettes des tarifs douaniers? Patrice. Oui, d'accord. Alors, emprunter directement, non, mais de toute façon, ça fait partie, je dirais, des dépenses courantes. Donc, on pourrait avoir peut-être une avance. Mais là encore, en fait, tant que l'argent n'est pas remboursé, ça va mettre beaucoup de temps pour être remboursé, ça sera remboursé en partie. On peut utiliser les recettes. Elles n'ont pas encore été dénoncées. Et justement, la prudence, l'extrême prudence de la Cour suprême là-dessus voit bien que le statut va faire débat. Et le temps qu'on statue là-dessus, à mon avis, on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Par contre, effectivement, d'avoir ces méthodes, je pense que le point important pour les ménages, c'est l'énergie et c'est le coût de l'immobilier. C'est pas tant les tarifs sur les paires de baskets. Et donc, c'est peut-être sous cet angle-là, c'est-à-dire continuer effectivement l'action sur l'Iran, parce que indirectement ça produit de l'énergie pas chère et avec le Venezuela, et c'est peut-être énergie et le coût de l'immobilier qui pour moi sont les plus importants dans les regards des ménages américains. Merci beaucoup Patrice de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu présent un vendredi comme ça depuis l'Union bancaire privée. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça ait un impact sur sa stratégie géopolitique aussi? Non mais je ne sais pas, mais Patrice nous disait peut-être pour redonner justement du pouvoir d'achat dans ce contexte un peu perturbé sur les tarifs douaniers, redonner du pouvoir d'achat aux Américains, agir sur le marché pétrolier. On a une guerre en Iran là qui est proche manifestement. En tout cas, on a un déploiement d'arsenaux militaires absolument gigantesque. Washington déploie en ce moment autour de l'Iran les plus fortes capacités militaires depuis la guerre en Irak en 2003. D'après le Wall Street Journal, on va vers une première opération limitée pour contraindre Téhéran à conclure un accord, puis peut-être une guerre beaucoup plus ouverte et longue. Antoine.
je ne suis pas un expert en politique américaine, mais quand l'ossature de ma politique économique vient de se faire retoquer par la Cour suprême, même partiellement, même ceci, cela, je ne vais pas envahir l'Iran. Voilà. Ouais. Non, mais il n'a jamais été question d'envahir l'Iran. Hein. Non, mais voilà, je parle de guerre haute intensité. Et même des opérations militaires. On monte les muscles et on tente de négocier au mieux. Mais voilà. Je pense qu'il n'aime pas ça. Hein. C'est pas, je veux dire, en revanche, ce qu'il aime, c'est montrer qu'il est fort. Et ça, il le montre. Et ça, il le montre. Ouais. Donc, déployer tout l'arsenal, oui. Envoyer, pendant la guerre de 12 jours, il a envoyé des bombes. Mais il n'a aucune envie d'envoyer des GI sur le terrain, ça c'est sûr. Et même montrer ses muscles, déplacer 2 porte-avions nucléaires avec toute la flotte qu'il y a autour, faire tourner les avions, tout ça, ça a vaguement un coût. Je ne sais pas combien c'est. 30 millions de dollars par jour. Là, ce qu'ils sont en train de déployer pour tourner autour de l'Iran, les bâtiments militaires, 30 millions de dollars par jour. Ouais, bon. Bon, ça me paraît même pas beaucoup. Mais bon, ça c'est des exercices, tout le monde en fait. Bon. Et ça impacte les cours du pétrole. Ils sont sur des plus hauts de 6 mois, là, les cours du pétrole. C'est pas une bonne nouvelle pour le ménage américain, ça non plus, en l'occurrence, Vincent. Regarde le ménage. Non, mais c'est bien pour ça que le fait d'attaquer l'Iran me semble un peu étonnant. Contre-productif, oui, mais peut-être avec l'idée de libérer l'Iran de ce régime et peut-être remettre le pétrole iranien sur le marché mondial pour refaire d'autant plus baisser les prix par la suite. La problématique, ça reste plus d'offres. C'est pas tellement la question de la production iranienne, la question c'est le détroit d'Ormuz. Vous avez 40 km qu'il faut essayer de sécuriser, vous avez 20% du pétrole mondial qui passe par là, plus d'autres matériaux et produits qui circulent. Donc le vrai sujet, il est là. Si jamais il y a une attaque de l'Iran, il est, quand on regarde la manière dont la guerre en Ukraine se déroule à l'heure actuelle, c'est une guerre avec des petits moyens, c'est une guerre avec des drones, avec des matériels de ce type-là. Je ne serais pas surpris que l'Iran et un certain nombre d'alliés soient capables de déployer des matériaux du même ordre sur 40 km. Les drones russes, ils viennent d'Iran. Sur 40 km, donc ce serait une prise de risque de la part des Américains. Bon, en tout cas, cours du pétrole qu'il faut continuer de suivre, qu'il faudra continuer de suivre peut-être, des sources américaines qui nous disent qu'une attaque américaine sur l'Iran interviendrait la semaine prochaine. Bon, tout ça, c'est que des conjectures. En tout cas, on est à 9 minutes, ça on en est sûr, de la clôture ici en Europe. Et on est pas mal avec ces droits de douane donc invalidés par la Cour suprême. On a touché un nouveau record tout à l'heure. Sur la news, on l'a vécu en direct avec Antoine tout à l'heure vers 16h. Le CAC a franchi pour la première fois les 8500 points. On y est toujours d'ailleurs, on va peut-être clôturer au-dessus. 8514 points en ce moment, plus 5,4%, porté par le secteur du luxe. Parce que les acteurs du luxe profitent de l'invalidation des droits de douane. Ce sont de gros exportateurs. LVMH est repassé en tête du CAC, là, plus 5%. On a aussi Hermès qui gagne 3,5% en ce moment. Et puis le CAC profite aussi d'Air Liquide qui a publié, s'est accueilli positivement. Air Liquide gagne 4,6%. On en parle avec Jean-Edwin Réa et Vincent Lequertier ce soir. Effectivement, c'est dommage parce qu'on parle que des États-Unis alors qu'on voulait ouvrir sur l'Europe qui va tellement bien là, sur les marchés financiers, record sur record, l'Eurostoxx 600 aussi sur des records historiques. Et on apprend que ce mois de février est jusqu'ici le meilleur mois de l'histoire pour l'Europe en matière de flux entrants. Parce qu'on veut se diversifier des États-Unis. On n'a jamais vu autant de flux entrants sur l'Europe que depuis le début de ce mois de février, Vincent. Ça fait maintenant, grosso modo, 1 an qu'il y a structurellement un processus d'arbitrage des États-Unis vers le reste du monde, que ce soit l'Europe, que ce soit les émergents, que ce soit alléger la dette américaine au profit de l'or. Il y a des mouvements de sortie systématique des actifs américains vers le reste du monde. Donc que l'Europe en profite, tant mieux. Il me semble assez logique que l'Europe en profite dans la mesure où c'est une cote qui est très value, donc très décotée avec peu de techno, pour essayer de simplifier. Beaucoup d'arbitragistes ont probablement fait une position acheteuse de la techno et vendeuse de ce qui ne marchait pas jusqu'à présent. Et dans la mesure où il y a une forme de remise en cause à la fois des sets magnifiques et des logiciels ou ce genre de choses, donc en clair, une remise en cause du cœur de moteur de la cote américaine, vous débouclez une partie de ces positions. Donc en plus des positions longues, traditionnelles des gestions classiques qui se repositionnent, redispersent le risque vers l'Europe, je pense qu'en plus vous pouvez avoir un surcroît de flux techniques de gens qui débouclent des positions de long short.
Oui. Donc ça peut effectivement être une des explications à cette incroyable santé des marchés européens en ce moment. Depuis le début de l'année, l'Eurostoxx 50 gagne 5%, le S&P ne gagne que 0,2%. C'est vous le S&P, Jean-Edwin, vous êtes le franco-américain. Et oui. Vous êtes, alors il y a eu un classement réalisé par Bloomberg justement des performances depuis le début de l'année. L'Amérique arrive quasiment à la toute fin sur les 92 indices suivis. Le S&P arrive en 76e position en termes de perf depuis le 1er janvier. Je pense que comme l'Amérique, les indices américains sont dominés par les GAFA et qu'il y a un peu ce doute sur une bulle de l'IA ou une sorte de surinvestissement, il y a une sorte de transformation aussi d'un certain nombre de ces GAFA qui passent d'avoir été des sociétés numériques, des sociétés ultra rentables, monopolistiques, et elles se transforment maintenant en ce qu'on pourrait appeler des usines à intelligence. Elles font des investissements gigantesques. On est à plus de 700 milliards de dollars qui vont être investis dans la seule année actuelle. Et sur un rythme... il y a 2 semaines, on était à 610, maintenant on est à 700 milliards. On est à 700 milliards. Ça continue alors, d'accord. Et oui, parce que au fur et à mesure que chacun publie, ils augmentent leur budget. Oui. Et quand ils augmentent de 20 milliards, ça nous paraît tellement une paille maintenant qu'on ne le voit plus, on n'en parle plus. D'accord, donc maintenant on a 700 milliards d'investissements cumulés annoncés pour cette année. OK. Et oui, et je pense que on appelle ça dans nos réunions, on a décidé que c'était un peu la revanche du physique sur le numérique. En gros, on voit bien que le monde, ce qui performe le mieux en bourse, ce sont les aspects les plus cycliques, les plus lourds, les plus industriels, les plus hardware, si on parlait en technologiste. Et quelque part, l'Europe ou le Japon, ce sont des pays plus cycliques. Oui. Donc c'est pour ça que ça surperforme. C'est un peu la vue de très haut. Ce qui était un handicap redevient une force, quoi. De ne pas être très bon dans l'IA, ça redevient une forme de force. Et pas très bon dans la tech, ça redevient une forme de force. Moins il y a d'informatique dans une société, et moins elle est exposée aux disruptions. Tout ce qui est digital est vulnérable. Juste pour ajouter une toute petite précision, le S&P 500 équipondéré fait 4 à 5% de mieux que le S&P traditionnel. Donc oui, on regarde le S&P, mais il faut aussi élargir un petit peu la vue et se rendre compte qu'en réalité, le reste de la cote américaine se comporte très bien. Donc les biais de pondération du S&P 500 jouent énormément en sa défaveur à l'heure actuelle. Oui, tout à fait, effectivement. En tout cas, les flux entrants majeurs, records ici en Europe depuis le début de ce mois de février. Des grandes tendances disruptives, un marché qui s'interroge, qui se demande même si certains secteurs existeront encore dans une dizaine d'années, et même certaines classes d'actifs. C'est le scare trade. Qui l'IA tuera-t-elle? Et est-ce que l'IA est en train de commencer à égratigner le marché du crédit privé? Blue Owl Capital, qui est un géant du crédit privé, vient de bloquer les retraits sur l'un de ses fonds destinés aux particuliers, et un fonds notamment justement exposé au segment des logiciels. Est-ce que on voit une diffusion de la peur, de la crainte et du risque existentiel aussi à certaines classes d'actifs liées à l'IA, une surexposition par exemple au logiciel, Vincent? On sait que sur les classes d'actifs non cotées, que ce soit le crédit ou que ce soit la partie action, on sait qu'il y a systématiquement des problématiques d'excès de levier pour certains établissements. On sait qu'il y a des problématiques de liquidité des positions. Il y a relativement peu d'introductions en bourse qui se font, ce qui veut dire que les fonds de private equity n'arrivent plus à reclasser en bourse leurs actifs. Donc si vous avez de la décollecte qui s'opère, et surtout une décollecte qui peut se faire de façon un peu accélérée, comme c'est le cas pour Blue Owl, pour des raisons on va dire de biais d'exposition qui sont assez traditionnels. C'est-à-dire que 8% de leur portefeuille est exposé au logiciel, 8%. Ils ont acheté, beaucoup à la fois. Ils ont investi sur des modèles économiques. Et ces modèles économiques, je pense qu'au-delà des logiciels, il doit y avoir d'autres profils d'entreprises qui sont un petit peu du même ordre, c'est-à-dire avec historiquement un carnet d'adresses de clients solide, avec des flux de trésorerie qui sont récurrents et qui étaient supposés être sécurisés. Je pense que d'autres thématiques peuvent elles aussi être mises en concurrence par l'intelligence artificielle et que du coup, effectivement, ça n'est pas seulement ces 8% de logiciels qui sont concernés, mais probablement un volant bien plus large de leur portefeuille qui peut être potentiellement exposé par sa non-liquidité et les risques de perte de flux
financiers qui peuvent en découler à terme. Qui l'IA disruptera-t-elle ? On se demande même si les contrôleurs fiscaux ici en France seront remplacés par l'IA. Bercy passe un cap sur les contrôles fiscaux enclenchés par l'intelligence artificielle. L'an dernier, en 2025, le logiciel de data mining de Bercy, boosté par l'IA, a permis de déclencher la moitié des contrôles fiscaux de particuliers, figurez-vous. Un objectif que s'était fixé Bercy qui a été atteint avec 2 ans d'avance. C'est ce que nous annonce le média La Lettre. Voilà. Ah, oui. Ça ne me surprend pas. C'est pas la meilleure nouvelle de la journée. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qui est digital est vulnérable. Ouais. Enfin, vos chiffres, vos cartes de crédit, vos comptes bancaires, tout ça, ça peut se télécharger, ça peut s'analyser. Donc oui, malheureusement ça pointe vers l'État policier qui peut être la face noire de l'IA. Et je pense que on l'IA n'en parle pas beaucoup, mais c'est un vrai sujet. Une accélération l'an dernier des contrôles fiscaux auprès des particuliers. Voilà. Ouais. Bon, cela dit, si ça peut améliorer la dette, mais je pense que l'impôt, on n'en manque pas. Non. On n'en manque pas du tout. Si ça pouvait simplifier l'administration et réduire le coût de la collecte, ça serait pas mal. Ouais, ce serait l'IA vertueuse là dans ce cas-là. L'IA vertueuse, effectivement. Ça va mieux en Europe. On le disait, donc les indices qui cartonnent encore aujourd'hui. On est sur un record du CAC. On va suivre la clôture dans un instant. Et puis les PMI européens ont été publiés ce matin aussi. Ils remontent la pente sur un plus haut de 3 mois. Et le PMI manufacturier allemand, il y a un petit signal là encore du côté de l'Allemagne. Le PMI manufacturier allemand repasse positif. C'est la première fois que ça lui arrive en 4 ans. Vincent. Oui, c'est le sous-marin qui a enfin une sortie de son périscope, parce que ça fait quand même depuis la Covid que l'Allemagne fait 0 de croissance, donc ça peut pas faire de mal d'avoir un petit réveil, et il est clair que la relance budgétaire qu'ils ont lancée ne peut qu'aider. Oui, c'est sûr. Le plan de défense et d'infrastructure et donc ce PMI manufacturier allemand qui repasse au-dessus des 50 pour la première fois en quasiment 4 ans. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. On a beaucoup plus parlé de droits de douane que ce qu'on avait prévu initialement. Jean-Edwin Réa était avec nous pour Sonia M. Merci Jean-Edwin. Merci Guillaume. TechStocks d'ailleurs, ça y est, en replay. Pour ceux qui veulent investir dans la tech, si vous voulez découvrir des nouvelles valeurs dans la tech, peut-être des valeurs pionnières, qui sait, TechStocks est disponible sur l'application BFM Business. Un grand merci aussi à vous Vincent d'être venu nous voir. De vous être adapté comme ça aux droits de douane. Alors Donald Trump réagit à l'instant quand même. Donald Trump, il dit la décision de la Cour suprême est une disgrâce, mais nous avons un plan B. Voilà ce que dit le président américain, bien sûr. Vincent, we say.